vous remercie beaucoup toutes et tous d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir. Après une introduction comme ça, je ne peux que décevoir. Donc voilà, merci de m'avoir mis la pression quand même. Ça m'a fait très plaisir de voir les exposés ce matin, ceux que j'ai pu voir. Et en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un peu mes projets Math Engine, ou quelques projets Math Engine que j'ai fait récemment. Et voilà. Écoutez, je vais partager ça avec vous. Mais encore une fois, derrière ces projets-là, comme vous, c'est des projets qui se font à plusieurs, parce qu'à plusieurs, c'est forcément plus amusant. Et pour ces projets-là, il y a Mario, Réna, Bruno et Paul qui ont été, pour différentes parties du projet, une partie intégrante du projet, parce que découvrir à plusieurs, c'est toujours plus sympa. Voilà. Au niveau recherche, un truc qui m'obsède, c'est la notion de mesurer à quel point est-ce que des objets géométriques sont similaires ou pas similaires. Et on arrive à une notion de distance entre objets géométriques. Et le problème, c'est que c'est un sujet, si on le présente comme ça, qui paraît un peu absurde ou abstrait, ou pas forcément hyper amusant. Et si quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, et que je dis j'essaie de comprendre à quel point est-ce que des objets géométriques peuvent être similaires les uns aux autres et mesurer ça, et forcément les gens sont un peu surpris, d'abord parce que personne ne sait que la recherche en maths existe globalement. Alors vous savez toutes et tous parce que vous en avez fait, donc vous êtes hyper privilégiés par rapport à ça. Mais dans le monde, si vous prenez quelqu'un au hasard dans la rue et vous lui demandez si la recherche en maths existe, la plupart des gens ne savent pas. Alors du coup, ça veut dire que je fais un métier, quelque part, que personne connaît, dont personne connaît l'existence. Donc c'est une situation un peu particulière, y compris ma propre famille, y compris les gens autour de moi. Et du coup, à force, j'ai envie de communiquer avec des gens qui ne sont pas exactement les experts de mon domaine. Et à force, on est arrivé à créer des choses un peu différentes. Et pour essayer d'expliquer un peu les choses qu'on fait. Et bon, on va commencer par un truc très, très simple, et c'est pas souvent que vous avez ça, mais je vous demanderai toutes et tous de sortir vos téléphones et de scanner le QR code. Et vous allez avoir accès à un jeu qui s'appelle Quadratis. Et vous pouvez, à votre aise, regarder ce qui se passe. Et pendant que vous faites ça, en fait, vous pouvez tout à fait, à partir de maintenant, si vous êtes sur votre téléphone pendant mon exposé, je ne vais pas me vexer, je vais me dire, très bien, les gens m'ont écouté attentivement, ont décidé de faire exactement ce que je leur demande de faire, c'est-à-dire de jouer au jeu Quadratis. Alors ce que vous allez voir si vous faites ça, c'est que vous allez voir quelque chose comme ça, et vous pouvez télécharger le jeu gratuitement si vous avez envie, mais ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui va apparaître comme ça. Vous allez voir des petits carrés qui se mélangent. Et l'objectif à chaque fois, vous avez un objectif à chaque fois, des petits carrés se mélangent. Votre objectif, c'est de revenir à l'état de départ qui est toujours indiqué en bas, parce que ce n'est pas un jeu de mémoire. Et pour ça, vous pouvez prendre les petits carrés et les glisser un peu comme ça, et puis pour essayer de résoudre le puzzle. Okay, donc là, vous voyez que je suis en train de résoudre le puzzle, ou pas, selon. Là, je vais nulle part, je n'arrive pas à résoudre ce puzzle. Bon, peu importe, voilà, d'accord ? Donc, mais vous allez réussir à résoudre ce puzzle. Je vais vous expliquer un peu parce que bon, rien n'est... Voilà, ça aurait été beaucoup plus simple de vous faire jouer, de apprécier le jeu, mais maintenant, je vais vous expliquer un peu formellement ce qui est en train de se passer, parce que nous, les mathématiciens et mathématiciennes, on a le don d'enlever le plaisir de toute activité. Donc ça, c'est notre spécialité. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de jouer, en fait, sur un plateau un peu particulier quand vous faites ces jeux-là. Je vais vous raconter un peu quels sont les plateaux de jeux avec lesquels vous êtes en train de jouer. Et donc, j'ai représenté ce plateau de jeu avec des flèches. Donc, vous voyez, vous avez des carrés qui sont collés. Et puis, vous baladez sur ce plateau. Donc, si vous étiez une fourmi en train de vous baladerez comme ça. Et puis, une fois arrivé au bord de ce monde, le monde de la fourmi, vous allez arriver de l'autre côté. Comme ça, parce qu'il y a une flèche qui va de la
gauche vers la droite et qui indique où la fourmi doit aller quand elle arrive au bord du monde. Ou alors, elle pourrait aller là, hop, et la fourmi est là. Selon les indications. Voilà. Mais après, vous pouvez avoir un plateau plus compliqué, par exemple celui-ci, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de carrés qui sont collés, mais il faut que je décide encore comment est-ce que les hauts des carrés sont collés au bas des autres carrés. Donc il faut que j'indique ça, je vais indiquer ça par des flèches. Donc ça me dit qu'est-ce qui se passe quand j'arrive en haut d'un carré, où est-ce que je vais. Et pareil pour les carrés qui ne sont pas encore collés, gauche-droite. Okay, donc j'ai deux règles, j'ai cette règle-là, et j'ai cette règle-là qui vont déterminer comment est-ce que je me balade dans ce monde-là. Et donc maintenant, si je reprends la fourmi, elle se balade dans ce monde-là, elle va suivre les flèches, et hop, comme ce côté-là était associé à ce côté-là, on arrive là. Donc, regardez bien les flèches, parce qu'elles vont disparaître. Et maintenant, un petit test de mémoire. Est-ce que vous savez où va arriver la fourmi? Ah. Vous êtes sûr? Hop, elle arrive là. Enfin, je crois. À un moment, j'ai dû faire attention pour que ça soit vrai. Tac, hop, et puis elle arrive là. Ouh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là. D'accord. Voilà. Et donc, une fois que vous avez un plateau comme ça, vous avez décidé comment est-ce que les carrés de gauche étaient collés aux carrés de droite, comment est-ce que les carrés en haut étaient collés aux carrés en bas. Ça vous donne un plateau de jeu, vous pouvez colorier, et ça vous donne un des jeux quadratis que vous avez. Donc, si vous regardez par exemple le premier plateau de jeu dont je vous ai parlé, en fait, on peut étudier on étudie un peu ces objets mathématiques, ça s'appelle des surfaces topologiques. Et dans le premier cas, c'est relativement simple, vous pouvez imaginer un peu que la forme que vous obtenez en faisant ça, c'est exactement la forme d'un pneu ou d'un donut ou d'une bouée. Et pour ça, pour imaginer ça, imaginez que vous avez une feuille de papier qui est carrée, et vous prenez les deux côtés des feuilles de papier, vous recollez, ça vous donne un truc qui est cylindrique, puis après vous tordez le cylindre pour recoller, et vous obtenez exactement la bouée qui est là. Donc on appelle ça un tore. Mais après, si vous avez un truc plus compliqué, comme ça, imaginez quel est l'objet mathématique qui est derrière, c'est beaucoup moins évident. En tout cas pour moi. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas, enfin, je ne vois pas instantanément quel est l'objet topologique qui est associé à ce plateau de jeu-là. Mais peut-être que certains d'entre vous le voient. Mais en fait, l'objet, c'est une surface, c'est comme notre premier élément, donc c'est comme notre tore, mais cette fois-ci, il y a deux trous, il y a deux anses. Et ça ne se voit pas immédiatement, mais ça se calcule. Et en l'occurrence, donc ça, c'est pour montrer que c'est un truc un peu sérieux. Donc, bon. Mateus est un chercheur brésilien qui travaille à Paris. Et ces objets-là, ces surfaces qu'on obtient en recollant des petits carreaux, ça s'appelle du coup des surfaces de translation à petits carreaux. C'est un nom très original. Et c'est des objets qui sont vraiment étudiés par des mathématiciens et mathématiciennes de haut vol pour essayer de comprendre plein de choses dans cette idée toujours de mesurer la transformation entre objets géométriques. Et là, vous voyez dans ces notes, il image un peu comment est-ce qu'on fait pour arriver à cette bouée avec deux anses à partir de là. Okay. Et puis une fois que vous avez ce plateau, vous coloriez et vous pouvez bouger les carrés selon les règles. Et vous en avez plein de possibilités. Donc la seule chose une chose qui ne change pas, c'est que quand vous avez un plateau comme ça, vous avez des carrés qui sont colorés, et vous faites des mouvements, vous bougez selon des lignes, selon des colonnes. Le nombre de carrés bleus, le nombre de carrés roses, etc. ne change pas. Mais vous avez différents motifs. Et on essaie de comprendre comment est-ce que les motifs sont reliés les uns aux autres. Et donc là, en l'occurrence, il y a 630 motifs différents. C'est un calcul qui se fait assez facilement.
Mais voilà, mais là, vous en avez quelques-uns. Donc, il y en a beaucoup de ces motifs différents. Donc voilà, et puis il y a beaucoup de familles possibles. Évidemment, vous pouvez créer le plateau que vous voulez. Donc ça, c'est une première famille qu'on a commencé à regarder, qui s'appelle les chromas carrés. Donc c'est le premier qu'on a vu. Mais on peut faire d'autres choses. Donc on peut, par exemple, décider de coller, au lieu de coller exactement comme on a collé avant, on peut faire un collé juste en décalage, comme ça. Et donc, ça paraît tout bête, mais cette fois-ci, le carré en haut à gauche, il est collé au carré en bas, mais juste une fois à droite. Et on peut se poser des questions. On commence à poser des questions, exactement comme vous avez fait. C'est est-ce qu'il est possible d'aller d'une configuration vers une autre configuration? Par des mouvements. Donc maintenant, on fait glisser les carrés selon les mouvements. Est-ce que c'est possible d'aller de la configuration de gauche à la configuration de droite? A priori, quand on regarde ce problème-là, on ne sait pas. Enfin, par exemple, moi, quand je regarde ce problème-là, je ne sais pas. En l'occurrence, j'espère qu'à un moment, j'ai su et que sur les prochains slides, j'ai une explication de ce qui se passe. Parce que sinon, je vais être... Voilà. Ah, oui, bon. Ah oui, maintenant, je me souviens pourquoi. Voilà. Et donc, on peut, par exemple, se concentrer juste sur les carrés roses pour regarder. Et qu'est-ce qui se passe si on se concentre sur les carrés roses? Donc à la base, on avait des carrés bleus et des carrés jaunes aussi, mais on va juste regarder les carrés roses. Et certainement, si on arrive à aller de la configuration de gauche à la configuration de droite, à un moment, on arrive à mettre les carrés roses en place. Parce que sinon, aucune chance de réussir à rejoindre les deux trucs. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait des mouvements? Donc si je fais un mouvement en haut, comme ça, donc je bouge le carré rose en haut, ok, ben ça je peux. Et là, le carré rose, il revient. Et je remarque que lorsque je fais ce mouvement-là, ou lorsque je fais un mouvement qui est cette fois-ci vertical, qu'est-ce qui se passe sur le nombre de carrés roses sur la première ligne? Bah, rien. Okay? Donc, quel que soit le mouvement qu'on fasse, on a toujours exactement un carré rose sur la première ligne. Non, si je reviens en arrière, je pars de là, et je fais un mouvement vertical, ça ne change pas le nombre de carrés roses que j'ai sur la première ligne. Et si je fais un mouvement horizontal, c'est pareil. Donc ça veut dire que, quel que soit le mouvement qu'on essaye de faire, on n'arrivera jamais à faire autre chose qu'une configuration qui a un carré rose sur la première ligne. Et comme on essaye d'aller d'une configuration avec un carré rose à la première ligne à une configuration avec 3 carrés roses sur la première ligne, eh ben c'est impossible. Okay. Donc, c'est un... Qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, c'est une preuve, comme quoi c'est impossible d'aller de la configuration de gauche vers la configuration de droite. Et toutes ces notions de proximité, donc à savoir quand on passe d'une configuration vers une autre configuration pour un puzzle, en fait, on les encode dans un objet. Et je vais vous demander de sortir vos téléphones de nouveau et de regarder sur cette app, enfin de regarder sur cette page. Je vous laisse 2 minutes pour sortir ça. Et normalement, je vais revenir là-dessus. Alors, ce qu'on est en train de voir, alors ça c'est, on est en train de voir plein de choses. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est le monde. Là, on est en train de voir tous les mouvements que vous êtes en train de faire. Donc, ça se voit pas très très bien là tout de suite.
Ok. Alors, je vais vous demander juste un moment d'arrêter de bouger sur le graphe pour qu'on puisse voir ce qui est en train de se passer. Il y en a qui bougent encore. Voilà, très bien. Et en fait, ce qu'on est en train de visualiser là, c'est le monde possible de tous les motifs possibles qu'on peut avoir à partir du point de départ. Et ce qu'on est en train de voir dans les différentes couleurs, c'est les différents mouvements que sont en train de faire les joueurs et joueuses en ce moment. Et chaque point représente un motif différent, et vous allez d'un motif vers un autre en faisant un mouvement. Je vais vous montrer ça en plus de détails. Et donc, toute cette notion de proximité des motifs, en fait, se visualise dans ce graphe-là. Oula, c'est pas... Voilà. Ok, on va revenir un peu dessus. Mais par exemple, si je regardais le réseau associé à ce puzzle-là, qui était le premier puzzle que je vous ai montré, voilà le réseau complet associé. Donc chaque point représente un motif différent, et vous bougez d'un point vers un autre en faisant exactement un mouvement. Donc quand vous êtes en train de faire ce puzzle-là, en fait, vous êtes en train d'explorer exactement ce monde-là sans le savoir. Ça, c'est le monde mathématique qui est un peu derrière. Et ça a une certaine forme, ça a une certaine géométrie, et on voit un peu la notion de proximité, c'est-à-dire que si deux points sont proches les unes des autres, il y a une forme de proximité sur la figure, mais plus précisément, il y a une forme de proximité par rapport au nombre d'arêtes. Si ça, c'était un réseau de métro ou un réseau de tram, je pense qu'ici, il y a un réseau de tram, c'est bon, vous êtes au point. Bon, la dernière fois, c'est la deuxième fois que je viens à Liège. La dernière fois, il n'y en avait pas de tram. Pourtant, on en parlait beaucoup. Mais enfin bon, cette fois-ci, il y a un tram, très bien. Et donc ça, c'est un réseau de tram d'une ville plus complexe que Liège. Et puis, chaque arrêt est représenté par un rond rose. Et puis, vous mettez une arête, ça s'appelle comme ça, une ligne, entre deux arrêts, s'il y a un tram qui va d'un arrêt à l'autre. Et en faisant ça, après, évidemment, donc là, on l'a fait pour ce puzzle-là, mais après, vous en avez plein. Et donc là, je vous montre un exemple d'un problème qu'on pourrait poser. Donc, si on commence avec le premier puzzle dont je vous ai parlé, point de vue topologie, donc c'était ce puzzle-là. En changeant la longueur du carré, vous avez un puzzle qui devient de plus en plus compliqué, avec de plus en plus d'états possibles. Et vous pouvez vous amuser à regarder la distance maximale entre deux motifs différents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la distance maximale? Ça veut dire que vous prenez tous les motifs possibles que vous arrivez à avoir, puis vous essayez de trouver combien de chemins... vous essayez de trouver un chemin qui va d'un motif vers un autre motif, okay, puis après, vous trouvez le chemin qui fait le nombre minimum de mouvements. Ouais, et ça, vous appelez la distance entre les deux motifs. Puis maintenant, sur tous les motifs possibles, vous regardez quels sont les deux motifs, une paire de motifs qui sont à distance maximale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le diamètre du puzzle. C'est les deux points qui sont opposés dans le puzzle, dans le graphe du puzzle. Et avec Paul Turner, au début, on avait inventé un peu ce jeu pour jouer, pour montrer différentes choses. Et puis après, petit à petit, on a commencé à s'apercevoir qu'on ne comprenait rien au jeu, en fait. Et c'est devenu un sujet de recherche. Et il nous a fallu un moment, plus que 4 mois, pour comprendre qu'en fait, ce puzzle-là avait une géométrie très intéressante. Et en fait, le diamètre de ce graphe-là, il grandissait comme n carré. Et donc, vous augmentez la taille du puzzle, vous augmentez la taille du réseau associé au puzzle, et puis vous pouvez regarder le graphe qui grandit. Mais le problème, c'est qu'à un moment, si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça à la main un peu au début, vous pouvez programmer le truc, voir comment est-ce que le truc il grandit, mais au bout d'un moment, il commence à avoir beaucoup d'états, et vous ne pouvez plus faire à l'ordinateur, donc vous êtes obligé à un moment de faire des maths, quoi. Et juste pour vous dire, quel est le... Voilà, donc juste un quiz. Bon, en fait, le quiz, il est particulier parce que jusqu'à hier, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un octilliard.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un octiliard? C'est 8 dias. Ah ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Donc voilà, donc c'est un petit quiz. Vous pensez qu'il y a combien de combinaisons possibles du puzzle? Environ, hein. Est-ce que c'est 18 milliards, 18 octiliards ou 18 sexdécillions? Il manque un S. Oh, voilà. Alors, la réponse, c'est 18 octiliards. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Donc, un octiliard, c'est 10 à la puissance 51, quand même. Donc, voilà. Et pourtant, on est dans un puzzle qui n'est pas hyper grand. Enfin, c'est du 8 x 8, quoi. Et on est déjà à 10 puissance 51 x 18. Enfin, précisément, pour ceux qui ont fait le calcul, c'est celui-ci. Voilà. C'est un très grand nombre. En sachant que l'ordinateur, il a déjà craché au bout de à peu près 1 million. Donc là, il a craché depuis un moment. Donc pour ça, on rentre dans un monde où en fait, on est obligé de raisonner, on est obligé de faire des maths, on est obligé de comprendre. Et le problème, c'est qu'en général, on ne comprend pas. Donc si on regarde un peu les différents puzzles qui sont là, pour certaines choses, on arrive à dire, pour certaines familles très spécifiques, très faciles, on arrive à dire des choses, mais en général, on ne sait rien. Donc ces puzzles-là, si vous me posez des questions à peu près naïves sur ces puzzles-là, on ne connaît pas la réponse. Je ne connais pas la réponse, Paul ne connaît pas la réponse, a priori, Laurent ne connaît pas la réponse, peut-être même Céline ne connaît pas la réponse. C'est dire. Donc si nous, on ne connaît pas la réponse, c'est que personne ne connaît la réponse. Alors, donc, c'est des vrais problèmes de recherche. Et par exemple, une question aussi naïve que est-ce que je peux aller d'une configuration vers une autre? On n'a pas les outils mathématiques pour répondre à cette question-là. Donc, c'est à peu près toutes les questions à propos de ces puzzles-là. C'est très facile de jouer au puzzle, mais de poser des questions mathématiques dessus, à peu près toutes les questions sont encore ouvertes, complètement. Et c'est lié à des propriétés assez fondamentales de ce qui s'appelle les espaces de modules. Je profite toujours du moment pour une de mes héroïnes mathématiques, c'est Mariam Mirzakhani, qui travaillait sur le même genre de mathématiques qui sont derrière ces puzzles-là. Et c'est des vastes, ces espaces de modules, c'est vraiment des vastes espaces de structures géométriques assez fascinantes et qui ont une certaine beauté. Et voilà, et j'en profite pour faire la pub pour Mariam, qui n'en a pas besoin, mais enfin, voilà, une chercheuse formidable qui nous a quittés trop tôt. Et comme disait Laurent, on a eu l'occasion de montrer ces jeux lors de différents espaces, et y compris à l'EPFL dans un musée de sciences, et aussi à à Osaka, à l'Expo universelle. Mais je reviens sur cette notion de distance entre objets géométriques. Donc, une autre façon dont le même phénomène se manifeste. Et on pourrait regarder, par exemple, si vous regardez deux triangles qui sont comme ça, on pourrait regarder quelle est la distance entre les deux objets géométriques. Alors on pourrait faire une version un peu puzzle, où on bouge les carrés, pour essayer de mesurer comment est-ce que les deux triangles seraient proches les unes des autres. Et chose que j'ai fait à la main. Et comme ça m'a pris beaucoup de temps, je vous oblige à subir le film qu'il y avait. Mais évidemment, il y aurait plein d'autres façons de mesurer la distance entre des objets géométriques. Et avec Bruno Theux, on a commencé à regarder un peu l'art abstrait. Et l'art abstrait est assez... c'est pas forcément un sujet qui vous passionne, mais nous, oui. Et dans l'art abstrait, vous voyez souvent des figures géométriques. Moi, dès que je vois un triangle, je suis content, en fait. Si quelqu'un me montre un triangle, à tout moment de la journée, ça me ravit. Je ne sais pas, c'est depuis petit, moi j'adore les triangles. Bon.
Et si vous montrez, dans l'art abstrait, il y a plein de triangles, il y a plein d'objets géométriques de base, qui sont assez marrants. Et on se demande pourquoi. Parce que quand vous regardez de l'art abstrait, vous dites, oui, mais pourquoi ils n'ont pas fait autrement? Ou vous regardez quelque chose avec un tableau tout noir, par exemple, vous dites, oui, mais c'est très bien, mais ça, j'aurais pu le faire. Et pourtant, quand vous regardez un certain nombre d'œuvres d'art abstrait, il y a des émotions qui sont provoquées, et ce n'est pas exactement clair pourquoi ni comment. Et donc, tout ça, ça a commencé à peu près au début du XXe siècle. Ils ont commencé à voir l'équilibre entre objets géométriques. Donc ça, c'est une œuvre de Paul Klee. Il y en avait d'autres. Et Kandinsky, en particulier, était très, très intéressé par ça. Il était très intéressé par ça. Et Kandinsky avait plein de points de vue. Par exemple, il pensait que les formes géométriques avaient des couleurs. Bon. Mais bon, il disait, par exemple, que les triangles étaient jaunes. Et les cercles étaient bleus et les carrés étaient rouges. Bon, très bien. Je ne sais pas pourquoi il avait ça. Et puis après, il disait, à tout le monde à qui je pose la question, tout le monde est d'accord avec moi. Mais il faut savoir que Kandinsky, c'était un mythe vivant. Donc les gens, ils se baladaient, et puis tout le monde lui disait oui. Donc il disait, est-ce que tu trouves que les triangles sont jaunes? Il disait, mais bien sûr, monsieur Kandinsky, que les triangles sont jaunes. Voilà. Donc je soupçonne que ça soit pour ça qu'il pensait que ses propos sur les triangles, les cercles et les carrés quadrilatères étaient comme ça. Mais enfin, il était obsédé par ça. Il était sûr qu'ils avaient une couleur. Donc avec Bruno Theuer, on a imaginé, en fait, on va demander aux gens de dessiner des cercles, des triangles et des quadrilatères pour voir ce que ça donne. En disant, peut-être que l'individu, peut-être que si je vous demande à vous de faire une œuvre, peut-être que vous n'êtes pas aussi doué que Kandinsky pour faire une belle œuvre, peut-être. C'est pas sûr, ça se trouve, vous êtes beaucoup plus fort que Kandinsky. Mais enfin, on s'est dit, si on demande à tout le monde de faire des triangles, des cercles et des quadrilatères, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'intelligence collective, la capacité créative collective, on va les réunir pour créer une œuvre extraordinaire. Voilà, ça c'est une idée formidable. Donc l'individu, non, mais la société, vous tous et toutes, on va réussir à faire une œuvre extraordinaire. Et donc on a demandé à des milliers de personnes de faire des dessins. Et on a pris la moyenne. Voilà la moyenne du cercle. Là, on était un peu inquiet quand on a regardé la moyenne du cercle. On s'est dit, oulala, ça fait quand même beaucoup d'argent et d'heures dépensées pour découvrir que ça, c'est le cercle moyen que dessinent les gens. Attention, je vais vous montrer le triangle moyen. Voilà le triangle moyen qu'on a trouvé. On s'est dit, c'est formidable. Le triangle moyen, il ressemble à ça. Et puis après, on a pris le quadrilatère moyen. Il est comme ça. Ouais. Bon, on était un peu... Ouais, voilà. Donc, on s'est dit, oui, effectivement, voilà, c'est très bien. Bon, je remarque quand même que le quadrilatère moyen, il est convexe, ce qui n'était pas gagné d'avance. Il aurait pu ne pas être convexe. Donc ça, c'était possible dans les règles du jeu, mais en l'occurrence, le quadrilatère moyen était convexe. Bon. Et donc, voilà l'œuvre extraordinaire que nous avons créée pour rivaliser avec Kandinsky. C'est très, très beau, hein. Magnifique. Donc ça, c'est une œuvre abstraite extraordinaire. Je vois que vous êtes toutes et tous ravis par cette œuvre. Nous, on l'était moins, mais on s'attendait un peu à ça. Mais du coup, on a donné ces œuvres-là à des artistes et des artistes du son qui en ont fait des choses assez marrantes. Donc, je ne sais pas si on entend. Ah, non, il faut juste que je... Je ne sais pas si le son il va passer. Il est passé? Je regarde juste. Ok. Alors. C'est un peu fort. Dance to the shapes. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Et donc, du coup, on a donné ces formes et toutes ces formes qui ont été dessinées par tout le monde, qui ont été rendues en musique, en l'occurrence par Time Lord.
Et on a pu présenter ça devant 800 personnes qui dansaient, etc., etc. Donc c'était une autre façon de faire de la médiation mathématique, un peu différente de ce qu'on avait fait jusqu'à là. C'était assez marrant. Mais on n'en est pas resté là. Et là, c'est un moment où je vais demander de nouveau votre contribution. C'est un appel à contribution, si possible. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir devant vous une tablette qui ressemble à ça. Et ce que vous allez faire, c'est simplement, vous commencez par la gauche avec votre doigt, et vous allez vers la droite et vous dessinez ce que vous avez envie de dessiner. Et le dessin, il ne va pas se terminer à moins que vous arriviez jusqu'à là. Donc faites votre dessin jusqu'à arriver de l'autre côté. Et puis après, je vous laisse découvrir un peu ce qui se passe. Mais vous faites votre dessin, et hop, et par magie, le dessin que vous allez faire se colorie. Et puis vous pouvez rajouter des couleurs si vous voulez. Vous pouvez enlever des couleurs qui ne vous plaisent pas. Vous pouvez bouger les couleurs. Vous pouvez jouer avec. Et si le dessin vous plaît, si vous avez envie de garder un souvenir de ce moment inoubliable, vous appuyez sur Partage. Et là, vous pouvez télécharger votre propre dessin. Voilà. Si ça vous plaît. Ne faites pas attention aux termes, aux conditions au début. Bon. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, pendant que vous faites des dessins, je vais vous montrer un peu, je vais vous parler un peu de l'origine, de où est-ce qu'on est, comment ça se fait qu'on a commencé à récolter les dessins de cette façon-là. Et l'origine vient de différentes choses, mais entre autres, de cette histoire de, lorsqu'on fait des maths, tout le monde dit, ou on n'arrête pas de parler du fait que faire des maths, c'est un acte très créatif, et je suis assez d'accord avec ça. Mais il y a plein de formes de mathématiques différentes, et il y a plein de formes de créativité différentes. Et de là à faire un lien explicite avec l'art, c'est pas si évident. Et en maths comme en art, il y a une question qui se pose, c'est d'où viennent les idées ? C'est une vraie question. Et comment ça se fait qu'on a eu telle idée à tel moment ? Comment est-ce qu'on a fait pour avoir une idée ? Et c'est quelque chose qui est intéressant dans les deux mondes. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint vraiment les deux mondes. Et depuis longtemps, il y a un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. C'est un film de Clouzot sur Picasso. Et en particulier, il regardait le processus quand Picasso faisait un dessin. Nous, on voit les dessins qui ont déjà été faits, ou les tableaux ont déjà été faits, mais on ne voit pas tellement le processus par lequel Picasso est arrivé sur ce dessin. Et tout le film est basé sur le processus. Et dans ce film, à l'époque, c'était révolutionnaire, il avait réussi à filmer Picasso en train de dessiner. Je me demandais si c'était la musique liée au film, mais pas du tout. Et donc voilà. Et donc une des difficultés d'ailleurs pour vous montrer ça, c'était de trouver Donc il se trouve qu'en l'occurrence dans le film, on s'aperçoit que Picasso il passait beaucoup de temps à dessiner des gens nus. Et donc une des difficultés, ça a été de trouver un extrait où Picasso ne dessinait pas quelqu'un qui était nu. Donc là, en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit une personne nue, ou alors une personne particulière. Mais ce processus, cette idée du trait que fait la personne, c'est quelque chose de très intéressant. Et du coup, on a récolté plein de dessins, comme les dessins qu'on est en train de récolter maintenant, à travers le monde. Et ça, c'était lors de la première récolte. Et on dessinait ça. Et on prenait tous les dessins qui étaient là, et on les regardait de différentes façons. Donc ça, c'était lors de la deuxième récolte. C'est lors de cette expo à Shapes. On faisait dessiner les gens. Ce que vous voyez à l'arrière, c'est les graphes des jeux Quadratis qui apparaissaient en même temps. Et ça, c'est lors de l'expo universelle à Osaka dont Laurent a parlé avant. Et voilà un peu des dessins qu'on a récoltés. Et donc, vous voyez que les gens ils font des dessins qui peuvent être tout à fait abstraits ou tout à fait figuratifs. Ça, c'est un dessin récolté en Suisse, comme on peut se douter. Ça, c'est un dessin récolté au Japon, mais par quelqu'un qui avait visité la Suisse. Ça, c'est au Japon. Et derrière chaque dessin, il y a souvent une histoire, mais
Mais quoi qu'il en soit, on a récolté énormément de ces dessins et on a pu les mettre un peu ensemble pour en faire différentes choses. Et la première chose qu'on a faite, c'est de prendre un peu une moyenne. Alors, vous pouvez me demander comment est-ce qu'on fait pour faire la moyenne de dessins, et c'est un truc qui n'est pas a priori évident. Donc ça, c'est une bonne question, si quelqu'un veut me poser une question. Mais c'est une moyenne qui fait sens. Oui, alors moi, évidemment, la blague qu'on a avec Bruno, c'est qu'on allait mettre en place ces moyens, on allait traverser le monde, on allait demander aux gens de faire des dessins un peu partout, etc., etc. Et on allait s'apercevoir que la moyenne, c'était une ligne droite de tous les dessins possibles. Et en réalité, c'est pas loin d'une ligne droite. Non ? Et il y a des choses qui sont très intéressantes dans cette moyenne. Mais par exemple, en moyenne, les gens, donc là, ça c'est la moyenne des dessins, en moyenne, si vous regardez ce dessin, ça vous paraît peut-être pas si incroyable que ça, mais ça dit qu'en moyenne, les gens montent avec le doigt. Et ça, c'est universel. Donc ça ne dépend pas des pays dans lesquels nous avons fait ça. Ce qui est assez intéressant. Donc en moyenne, les gens ont plutôt tendance à commencer le dessin en montant. Donc quand vous faites votre dessin, réfléchissez au fait, est-ce que vous montez au début du dessin ou pas ? Alors, évidemment, il y a des gens qui descendent, mais en moyenne, les gens ont plutôt tendance à monter. Et puis il y a une partie peut-être plus intrigante, qui est juste là, et peut-être qu'on va zoomer un peu dessus. Et vous voyez cette partie qui paraît un peu aléatoire. Et si vous zoomez dessus, vous voyez qu'il y a une espèce de forme fractale. Et ça, c'est un truc qui nous a intéressés aussi. Et donc, il y a une raison à ça que je peux vous expliquer, mais enfin, c'était intéressant de pouvoir comparer les différents lieux, les différentes conditions dans lesquelles faisaient les dessins. Et puis l'autre chose qui nous intéressait beaucoup, c'est le mouvement des doigts. En fait, de regarder pas seulement le dessin, mais quand vous faites un dessin, votre doigt, il fait un mouvement. Et on a enregistré tous les mouvements des doigts des gens. Et donc ça, c'est un exemple de 3 personnes qui ont fait un dessin. En l'occurrence, ils écoutaient le même morceau de musique, dont je ne me souviens plus quel était le morceau de musique, et on voit comment est-ce que les gens réagissaient par rapport à ça. Et puis, on a eu l'idée de pouvoir mettre ensemble un peu ces différents dessins. Et je vais vous montrer un peu. Donc là, on voit des morphines entre les dessins, des passages d'un dessin à l'autre, et on voit un peu comment les dessins se relatent les unes aux autres. Et dans cette suite de dessins que vous venez de voir, la façon dont on a créé cette suite de dessins, on a choisi le premier dessin et on a choisi le dernier dessin. Et les dessins qui étaient entre les deux, on les a choisis en fait en utilisant des notions de géométrie que je vais vous expliquer maintenant. Donc on a choisi les 2 premiers dessins, donc enfin, le dessin du début et le dessin de la fin. Et puis après, entre deux, c'est les maths qui ont dicté le choix des dessins qui y sont arrivés. Et je vais vous expliquer un peu la notion de maths qui était derrière ça. Et la notion, c'est d'avoir une espèce de notion de distance entre des objets géométriques. Donc comment est-ce qu'on fait pour mesurer à quel point est-ce que 2 dessins sont différents ? Et il y aurait plein de façons différentes de le faire, mais moi je vais vous parler d'une façon de le faire, qui est assez naturel dans ce contexte. Donc le premier truc, c'est que vous mettez un dessin sur l'autre, pour commencer, pour pouvoir les comparer. Et bon, là, on ne voit pas grand-chose, donc on va donner au dessin une couleur différente, comme ça on peut un peu les comparer. Et on va essayer de mesurer à quel point est-ce que ces 2 dessins sont différents. Et donc, c'est une notion de distance qu'on appelle la distance de Fréchet, mais qu'on appelle aussi en anglais, c'est assez parlant, le dog leash distance. Et vous imaginez qu'une personne fait un des chemins et un chien fait l'autre bout du chemin, et vous mesurez la laisse tout au long du parcours. Bon, mais il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'une autre dans cette histoire. La personne n'est pas plus importante que le chien dans cette histoire. Donc on peut imaginer que c'est des fourmis. Et on peut imaginer que les fourmis ont une laisse entre elles et avancent comme ça. Et les fourmis avancent au rythme qui leur plaît, mais la contrainte, c'est que les fourmis n'ont pas le droit de reculer. Vous êtes obligé de faire votre parcours et
vous n'avez pas le droit de reculer. Oui, et ça c'est parce que je fais ces trucs à la main en bougeant la fourmi avec ma souris, et donc là déjà au bout de 15 slides, j'en avais un peu marre, et donc j'ai décidé de faire tomber les fourmis. Hop, voilà. Parce que finalement les fourmis, c'est égal, ce qui nous importe c'est la laisse, et puis après la laisse elle bouge, et puis la règle c'est vraiment que la laisse doit avancer le long des courbes. Et puis au bout d'un moment, comme vous avancez, à un moment, vous arrivez à la fin et vous arrivez au bout. Et qu'est-ce que vous mesurez à la fin? Vous mesurez le moment où la laisse était la plus longue. Hein? Donc, à un moment, la laisse a été plus longue qu'à tout autre moment. Et vous regardez cette mesure de laisse. Et puis après, vous dites, OK, bon, là, j'ai fait les chemins d'une certaine façon, mais en fait, je vais regarder toutes les façons différentes de faire les chemins. Hein? Et là, vous faites... En fait, ça vous donne la bonne notion de distance. Donc, vous minimisez la laisse maximale. Donc, c'est le genre de problème en maths qu'on appelle des problèmes minimax. Donc, c'est un genre de problème qu'on retrouve beaucoup en maths. Et d'ailleurs, une fois que j'avais donné un exposé, et on m'avait dit, et ils m'ont perturbé, mais pendant 1 heure, je ne savais plus comment je m'appelais, parce qu'on m'a envoyé un email en disant « Il faut que tu fasses ton exposé, il doit être 45 min max. » Et je suis resté en train de dire « 45 quoi !» Donc je ne comprenais pas, il m'a fallu 1 heure pour comprendre que le min c'était pour minute et non pas pour minimum. Et moi je suis resté sur, c'est un problème min-max, ça je connais, c'est le genre de truc que je fais en recherche. Donc le min-max de 45, c'est 45 quoi. Enfin bon, bref, voilà. Toujours est-il, voilà mes petits problèmes. Okay. Et donc, ça donne une mesure de distance entre les dessins. Et c'est cette mesure-là que nous avons utilisée, en fait, pour mesurer les dessins. Et là, par exemple, si on regarde ce que vous avez fait, donc j'ai oublié de vous dire, dans les termes et conditions, que tous vos dessins allaient apparaître ici. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ah, je vois qu'il y a des gens qui se sont... Mais là, on est en train de regarder tous vos dessins. Et si on en prend 2, donc déjà, on en prend celui-là et celui-là, par exemple, on peut voir à quel point est-ce que ces dessins sont proches les unes des autres. Et on peut le visualiser. Et si j'appuie là-dessus, on voit la visualisation, on voit comment est-ce qu'on fait un morphine, comment est-ce qu'on transforme le premier dessin vers un deuxième dessin. Parce que tous ces dessins vivent dans cet univers complet de tous les dessins possibles, qui est un espace de dimension infinie, et tous les dessins sont reliés forcément par un chemin. Et là, vous voyez le morphine entre les 2 dessins. Mais par exemple, on aurait pu faire d'autres dessins, on va faire d'autres exemples. Par exemple, celui-ci, je choisis vraiment... Oh, ça c'est joli ça. Hop. Ils sont tous jolis vos dessins. Voilà. Et là, vous voyez une autre façon. Vous voyez un peu le monde qui va réunir ces 2 dessins. Et hop, et on va faire un autre truc ici, juste lié à ça. Ça, c'est l'ensemble de tous vos dessins que vous avez fait qui est en train de se balader. Donc là, vous voyez les mouvements, là, vous voyez tous les différents mouvements. Ça. Vous voyez comment les dessins sont liés les unes aux autres. Et puis, je vais vous montrer encore une chose. Donc là, vous avez fait à peu près 250 dessins. Et ces dessins-là vivent dans un monde particulier. Par exemple, si on prend le dauphin et on prend celui-ci, et on regarde, on peut regarder comment est-ce qu'on morphe les unes aux autres, mais on peut aussi regarder le monde métrique dans lequel ils vivent. Alors, ça vous paraît peut-être étrange, mais ce que vous voyez ici, c'est une espèce de matrice avec plein de points. Plus le point est foncé, plus ça correspond à une paire de dessins qui sont loin les uns des autres.
Donc par exemple, si je suis là, à ce point-là, ces deux dessins-là sont relativement loin dans le monde de Fréchet. Tandis que là, ces deux dessins-là sont très proches. Ces deux dessins-là sont très proches. Ces deux dessins-là sont loin, etc. Et donc vous voyez un peu, là on a retrouvé le dauphin. Et puis, ici, si vous voyez, ça c'était ici, vous avez le dessin du dauphin. Là, vous avez le dessin, je ne sais pas comment décrire ce dessin, mais cette plante de fleurs. Et vous regardez un peu autour, et vous vous éloignez un peu. Et vous voyez, au bout d'un moment, il y a certains dessins qui apparaissent. Et ça, c'est les dessins qui sont les plus proches. Si vous étiez en train de faire une balade mathématique entre ce dessin et ce dessin, et par exemple, vous avez trop bu d'eau dans votre gourde que vous avez reçue là pour ma tante Jean, à un moment, vous allez devoir vous arrêter, pour faire pipi, bien sûr. Et puis, où est-ce que vous avez le droit de vous arrêter? Vous avez le droit de vous arrêter que lorsque vous voyez un autre dessin. Et donc ça, c'est les dessins les plus proches qui se trouvent sur le chemin mathématique optimal entre les deux dessins. Et donc, la suite de dessins que je vous ai montré là au début, c'était exactement ce choix de dessin qui était prêt, c'était exactement en utilisant cette notion de distance-là. Et dans les peut-être 2 dernières minutes qui me restent, j'aurai besoin de 2 volontaires pour qu'on termine ça par une course. 2 quadratistes, maintenant que vous êtes entraînés, on va terminer en regardant une course quadratis. Laurent, est-ce que tu peux choisir un puzzle approprié pour une course ? Ah, très bien. Voilà. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est un sport qui est encore méconnu, mais vous allez voir qu'il va gagner beaucoup en popularité à la télévision. Nous allons vivre en direct une course, et l'objectif de la course, de chaque joueur ou joueuse, c'est d'arriver à la configuration là, qui est centrale. Et ce que vous voyez ici, oh, invraisemblable, magnifique. Magnifique. Et donc, juste pour vous dire ce que vous avez vu là, je n'ai jamais vu la course se terminer aussi rapidement. Donc, c'est lequel que tu as choisi, Laurent ? C'est le T facile. D'accord, très bien. Est-ce que maintenant, tu peux choisir le deuxième T ? Et ce que vous voyez là à chaque fois, c'est les mouvements faits par les joueurs pour arriver de l'un à l'autre. Encore une fois, chaque point représente un motif différent et on est en train de voir une exploration du monde des motifs. Et voilà. Et pendant que les joueurs finissent leur course, moi je vous remercie beaucoup pour votre attention et je prends des questions.